que les gens ils sont dans le faux. C'est que quand tu prends un gars que tu saisis comme ça, il panique et là, il oublie tout. Donc, en fait, ce qu'ils font dans la défense traditionnelle, c'est qu'en fait, c'est comme un meuble avec 100 tiroirs. Et techniquement, on te prend là, tu prends un tiroir 2. On te prend là, tu prends un tiroir 3. En situation de stress, tu as besoin que d'un seul tiroir. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Jean Carillo. Bonjour Jean. Bonjour Pierrot, comment tu vas? Mais très très bien. J'ai l'immense plaisir en fait tu m'as invité sur ta chaîne il y a quelques jours et ça faisait plus de Mhm. presque 3 ans qu'on avait l'intention de se voir en Californie, d'organiser des cours en commun où ton expertise et la mienne allaient se conjuguer. Et puis il y a eu le Covid, et puis ça s'est pas fait. Et puis finalement, on a oublié moi, j'avais lu ton livre. Bref, voici l'opportunité pour redémarrer et par cette petite entretien, parce que je tenais à présenter à mon audience, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais j'ai à peu près 70 000 abonnés aujourd'hui, qui mériteraient de te découvrir, d'en apprendre plus sur toi, parce que tu es un de ces Français qui a eu un grand succès à l'international, donc en allant aux États-Unis. Et peut-être pour commencer, tout simplement, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, te présenter, expliquer un petit peu ton parcours, parce qu'il est vraiment très intéressant. Moi, j'ai 57 ans. Je suis né à Toulouse, dans un quartier qui s'appelle La Farouette Bagatelle. C'est quartier maintenant qui disent de non-droit, entre guillemets. Donc, j'ai été élevé par ma mère qui est handicapée. J'ai pas connu mon père. Et donc, la violence dans les quartiers, tu avais le choix à l'époque, c'était soit tu faisais du foot, soit de la boxe. Donc, moi, j'avais choisi la boxe parce qu'en foot, j'étais pas très bon. Donc, je suis entraîné dans les sports de combat comme ça. J'ai été le premier à ouvrir le Muay Thai dans le sud de la France, dans le sud-ouest, pardon. J'ai formé beaucoup de champions, champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Et après, je suis parti en 96 aux États-Unis. Je suis venu quand même 11 fois aux États-Unis avant 96. Donc, le pays, je le connaissais. J'avais des clients au Gold Gym Venice. Et c'est là que je me suis fait une réputation, en fait. Et puis après, dans 96, j'ai quitté la France, j'ai tout laissé. J'ai donné les clés de mon club à un de mes élèves. J'ai dit, je m'en vais. Et je suis parti. Et donc, je suis arrivé sur les États-Unis. Je pensais vivre le rêve américain, même si je pensais que je connaissais. Mais venir aux États-Unis, une fois en vacances et y vivre, c'est notre histoire. Les vacances, c'est toujours tout beau, tout rose. Tu as de l'argent de côté. Mais après, y vivre, c'est différent. Donc, pendant 4 ans, en fait, pendant 4 ans, j'ai vécu vraiment dans la merde avec ma femme. On faisait les commissions au marché aux puces. On avait 40 euros, 40 dollars par semaine de nourriture. Donc, la moitié partait pour mon chien. Parce que je suis venu avec mon chien, un Rottweiler. Il s'appelait Monsieur Muay Thai. Et donc, c'était vraiment la galère. Marché aux puces tout le temps pendant 4 ans. Après, donc j'ai donné des cours de boxe et j'ai eu l'avantage en fait de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé, qui s'appelle Jim Rohn, qui m'a vraiment aidé, qui m'a donné beaucoup d'informations, j'ai changé ma façon de penser, de devenir plus guerrier. Il m'a bien fait comprendre qu'en fait que dans la vie en fait il faut travailler pour ce qu'on veut, que le miracle hein, n'existe pas. C'est plus tu travailles, mais plus tu as chance de réussir. Donc de là j'ai commencé à appliquer sa philosophie et ma vie a complètement changé. J'ai commencé à coacher donc, des chefs d'entreprise. Et je faisais du coaching en personnel aussi en fitness, en boxe thaï, mais aussi après dans le business, je me suis spécialisé dans le business. Parce que les gens me voient, Jean Carré, le français toulousain, tu sais, l'accent toulousain, l'accent con, là, ils pensent que je suis tout dans les quartiers, alors que ma source de revenus la plus grosse, elle vient des coachings d'entreprise. Elle vient pas de la boxe. J'ai un club de boxe, je le fais parce que je suis passionné de la boxe, mais je fais pas ça pour l'argent, pour la boxe. Donc, j'ai commencé à coacher des chefs d'entreprise. Après, j'ai coaché un groupe de rock qui s'appelle Def Leppard pendant 9 ans. Et je me suis fait une réputation comme ça. Après, j'ai entraîné des champions MMA, comme John Jones, qui est champion UFC. Et puis là, notamment, je viens en Californie, je vis dans la maison de mes rêves. Et je suis bien. Je suis très, très bien, voilà. Voilà un petit peu mon parcours. Et j'ai entraîné pendant 10 ans la police. Aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai entraîné les SWAT teams de Orange County Sheriff Department, Los Angeles Sheriff Department, Huntington Beach PD, Beverly Hills PD. Donc, j'ai entraîné pas mal de policiers pendant 10 ans. Oui, et il faut dire que la police des États-Unis, c'est pas comme ici en Suisse. Enfin, ils sont très bien en Suisse, mais là-bas, c'est chaud. Ils vont au combat. Ah ouais. C'est pas juste siffler pour les gens qui font des excès de vitesse. C'est vraiment violent Mhm. ce qui se passe dans cette région-là.
Oui, et les policiers ici, ils travaillent seuls. C'est ça aussi. Ils sont pas en patrouille à deux ou trois, ils sont tous seuls dans la voiture. C'est des Donc, ils questions devraient être entraînés. c'est question de budget, de taille, de surface à patrouiller? Oui, il y a certains quartiers vraiment très très chauds où le soir, on tourne à deux, mais en général, ils tournent tout seuls. Parce que ça permet d'avoir plus de voitures. Parce que si tu mets deux policiers dans une voiture, ça fait qu'une seule voiture. Tu mets C'est deux ça. policiers dans deux voitures, mais ça multiplie l'effectif. Waouh! Ouais, ouais, puis c'est chaud, c'est connu. On va en parler justement dans la deuxième partie de l'interview, on va parler un petit peu de Los Angeles, de la Californie et de Mhm, son évolution. Mais pour rester sur ton parcours, alors quand un Français arrive aux États-Unis, comme toi, surtout dans les années 90, c'était l'époque Clinton, c'était une époque qui allait bien encore aux États-Unis. mhm. Qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé du rêve américain par rapport à ton métier et puis même ton parcours? Quand tu es arrivé aux États-Unis, ça fait quoi? Moi, ce qui m'a plu aux États-Unis de suite, c'est en fait cette opportunité de faire ce que tu veux, qu'on ne te juge pas. Que tu sois gros, maigre, petit, handicapé ou peu importe, ils s'en foutent. Tes diplômes scolaires, hein, ils s'en foutent. Ils vont regarder d'abord ce que tu. Si tu es prêt à bosser, tu as envie de bosser, ils vont récompenser ça. Donc, c'est ce qui m'a vraiment plu, cette liberté. Cette liberté, voilà, le rêve américain. Maintenant, c'est vrai que ça a changé. C'est plus pareil. Hmm. Et particulièrement en Californie, parce que les États-Unis, c'est vaste. Est-ce que tu es allé un petit Mhm. peu, est-ce que tu t'es un petit peu baladé? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la Californie particulièrement? Parce que moi, quand je suis venu 11 fois aux États-Unis, je venais toujours à Venise, au Gold Gym de Venise. Et Venise, c'est vrai que c'est là que tout démarre. Là, par exemple, le skateboard a été créé là-bas, tout ce qui est vestimentaire, ça démarre à Venice Beach. C'est ce qui m'a plu le plus. C'est au niveau du temps. Par exemple, si tu vas sur San Francisco, il pleut plus, c'est plus gris. Alors que ici, c'est plus, tout est espacé. C'est-à-dire qu'on n'a pas des grands buildings. On a le downtown LA, mais c'est quelques buildings. Mais après, tout est vachement espacé. Ici, si t'as pas de voiture, c'est même pas la peine de venir. Il te faut une voiture automatiquement. Ouais. Mais c'est cet espace, c'est ça qui m'a vraiment plu, quoi. Et comment les gens accueillent le Frenchie, le français? Eh bien, très, très bien. Très, très bien. Ils adorent l'accent français. Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens qui me disent sur YouTube, ouais, mais l'américain, il est raciste, etc. Non, pas du tout. L'américain, il accepte tout le monde. Et il est vraiment une ouverture d'esprit qui est énorme. Et encore une fois, je pense qu'être un immigré en Amérique, c'est un gros avantage. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que moi, les gens que je connais qui ont réussi sont tous des immigrés, mais qui bossent. Ils n'ont pas peur de bosser. Donc la chance, on te la donne, mais il faut avoir pas peur de bosser. Mais le français, il est bien vu. Les magasins français, épiceries françaises, t'en as pas beaucoup. Et quand tu vas là, c'est même pas la peine. Tu as un savon de Marseille, ils vont te vendre ça à 18 euros. Alors que moi, j'en servais à l'armée pour laver les chaussettes, tu vois. Mais bon, tout ce qui est français ici, c'est bien vu. C'est la classe, tu vois. Donc être français ici, non, c'est un avantage. Mhm. Surtout si tu es célibataire. Ah. Alors toi, tu es arrivé en célibataire ou tu es venu avec ton épouse depuis la France? Non, je suis venu célibataire. Je suis venu Ah, célibataire et j'ai rencontré ma femme en Californie. d'accord, donc tu es une belle Californienne. Et, Tout à fait. donc, pour rester sur l'aspect professionnel, tu, Mhm, comment tu approches, qu'est-ce que tu apportes de nouveau que peut-être les Américains ne savent pas faire? C'est quoi la French touch toulousaine en plus que tu apportes quand tu fais du coaching d'entreprise ou chez des particuliers mhm. aux États-Unis? Mais ce que ils apprécient ici, c'est mon caractère aussi, c'est que je suis très direct. C'est-à-dire, je refuse de perdre du temps. Je vais aller de A à Z le plus rapidement possible. Par exemple, je donne un exemple. J'ai coaché un petit moment de ça, un de mes clients qui a un cabinet d'avocats. Et donc, il a 12 avocats qui travaillent pour lui, je crois. Et il m'appelle pour un coaching parce qu'en fait, le problème qu'il a, c'est qu'un de ses avocats avec qui il travaille, c'est un ami à lui depuis une dizaine d'années. Mais le mec, en fait, il commence à faire des erreurs et ça lui coûte à l'entreprise, à son entreprise. Et il m'a dit, bon, ça me fait chier, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que bon, c'est quand même mon ami, quoi. Mais là, il me coûte de l'argent et je peux avoir des procès au cul. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, il a pris la consultation, il est venu chez moi et je lui ai dit, quand je regarde un peu tout ce que ça lui coûtait, je lui ai dit, mais ce gars, il faut que tu le vires ton entreprise parce que ça va te coûter beaucoup plus cher que tu ne le penses. Donc, c'est pas ce que tu gagnes en amitié, c'est ce que tu vas perdre aussi au niveau du business. Parce que tu as 12 employés, t'as 12 salariés à payer. Et donc, quand je lui ai montré noir sur blanc qu'il faisait une erreur de le garder, il m'a dit, putain, c'est vrai, et puis je peux pas garder, je faut que je le vire. Mais lui, ce qui lui fait chier, c'est l'amitié, en fait. Je dis, mais c'est l'amitié, mais c'est ton business. Tu l'as embauché. C'est un salarié avant tout. En dehors, c'est un ami. Mais dans le business, business is business. Donc, j'ai dit, tu vas l'appeler et tu lui dis que tu le vires. Il m'a dit, d'accord, je fais ça en rentrant ce soir. J'ai dit, ah non, tu vas faire ça de suite devant moi. Alors, il me dit, ouais, mais c'est pas. J'ai dit, non, si je ne fais pas maintenant, tu ne feras pas ce soir. C'est pas possible. Il prend le téléphone et il l'appelle. Et quand il a appelé, ben, l'autre en face l'a insulté, mais des insultes énormes. J'entendais tout, moi.
Et en fait, quand il a raccroché, eh bien, il m'a dit, mais putain, vraiment, tout ce qu'il les insultes qu'il m'a dit, j'étais vraiment choqué. Mais je m'aperçois en fait que c'était pas un vrai ami. J'ai dit, mais tu vois, t'as économisé beaucoup de temps et de l'argent. Donc voilà pourquoi on me paye. C'est faire des choses qui sont très directes. C'est-à-dire que comme j'ai pas de parti pris dans l'entreprise, je peux dire ce que je veux. C'est très, très intéressant. Donc, et d'ailleurs, le conseil que tu lui as donné est un excellent conseil. Parce que il m'est arrivé, donc, quand j'ai eu ma société, il y a eu des moments difficiles et il a fallu que je me sépare de 25% du personnel. Ils étaient tous des amis. Mhm. Et je me souviens très, très bien que la technique, c'est que presque, tu dis à quelqu'un, j'ai besoin de te parler. La première phrase que tu dis, c'est, écoute, on va arrêter de travailler ensemble. Ouais, Quoi. Mais ouais. parce qu'il faut pas tourner autour du pot. Il faut commencer avec ça. Et après, on peut expliquer, mais il faut commencer tout de suite c'est parce que c'est difficile, effectivement. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que tu expliques, c'est que tu n'es pas juste à apprendre à se défendre, à faire de la boxe. C'est aussi le Mhm. mental qui vient avec ton expérience d'arts martiaux, de combat. Je ne sais pas comment tu définis ce que tu fais en fait. Mais en fait, il y a beaucoup de similarités entre ce que j'enseigne le C3, en fait, c'est pas la self-défense. Moi, j'apprends pas les gens à se défendre, j'apprends les gens à se battre. Mm. C'est une grosse différence. Parce que dans la rue, à se défendre, j'y crois pas. Je crois à la Mm. bagarre, par contre. Donc, j'applique ces principes d'action-réaction. Et il faut pas attendre. C'est-à-dire que plus tu attends, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que tu démarres en mettant les points sur i de suite. Après, tu peux développer. Mais le gars, de suite, il faut qu'il comprenne le point. Quel est le point que tu vas mettre? Voilà. On va discuter parce que je ne comprends plus. On est obligé d'arrêter. Tu peux expliquer. Mais si tu démarres, en fait, par l'inverse, c'est comme dans la rue, tu commences à, ouais, laisse-moi, etc., etc. Le mec, il attend et boum, ça part. Donc, non, il faut partir rapidement. Si tu attends la confirmation, c'est trop tard. Donc, il y a beaucoup de similarités entre la self-défense, le combat de rue, entre guillemets, et le business. Parce qu'il faut être dur dans la rue et il faut être dur en business aussi, parce que le business, c'est le business. Non, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu penses de tous ces... Parce que, bon, évidemment, Internet, c'est une chose. C'est intéressant de Ouais. regarder ce que font les gens sur Internet. Moi aussi, je regarde plein, plein de gens qui font du combatif, des gens super. Hein. Mais à la fin, si tu n'es pas sur un... Alors déjà, un tatami, c'est déjà le luxe. Mais si tu n'es pas en face Mhm. de quelqu'un et que tu n'apprends pas déjà à faire ton cardio, parce que ça, les pulsations, en cas de stress, ça monte vite, Hein. c'est déjà difficile. Mais en plus, souvent, on t'apprend, c'est quelque chose, peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi, mais on t'apprend de la technique. Et en fait, la technique, Mhm. moi, j'ai toujours l'impression, et parce que les rares fois, peut-être les 5 ou 6 fois dans ma vie où je me suis battu, alors j'étais beaucoup plus jeune, heureusement, et j'espère que ça n'arrivera plus si c'est possible. En fait, la technique, tu as pas le temps. Ça va tellement vite. Tu es tellement haut dans les tours. Ton cœur bat tellement vite. Ton adrénaline monte tellement. Alors maintenant, on apprend on apprend le travail de la respiration, etc. Mais c'est tellement violent que j'ai l'impression que la technique, c'est bullshit. C'est bien pour faire des compétitions, quand on fait du karaté, du judo. Oui, alors ça, bien sûr, c'est une excellente discipline. Il y a plein de choses extraordinaires. Moi, je ne dirais jamais rien de mal contre la pratique d'arts martiaux comme loisir, comme activité sportive. Mais comme tu dis, quand c'est la Mhm. bagarre, c'est pas trop la technique qui compte. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et l'exemple est tout simple. Aux États-Unis, les policiers tirent tous les jours. Parce que la majorité des postes de police, ils ont un stand de tir en dessous. Ils tirent tous les jours. 10 sur 10 sur une cible qui ne bouge pas, sans stress, ils mettent tous au milieu. En situation de stress, ça tire partout et ça touche pas la cible. Donc, le plus important, c'est justement ce contrôle, ce stress-là qui est important. Donc, moi, de la façon dont j'explique au niveau de la self-défense, où est-ce qu'il est le problème? C'est qu'il démarre à la fin. Il démarre par le mauvais endroit. C'est-à-dire que j'explique aux gens, en fait, c'est que on te prend là, on te prend là, tu vas faire un, 2, 3. Le problème est tout simple. C'est comme si tu mets quelqu'un debout sur une chaise, tu lui mets une corde autour du cou, tu vas enlever la chaise et tu lui apprends comment s'en sortir. C'est trop tard. Donc, Bonne donc, c'est image. ça, c'est là que les gens ils sont dans le faux. C'est que quand tu prends un gars que tu saisis comme ça, il panique et là, il oublie tout. Donc, en fait, ce qu'ils font dans celle défense traditionnelle, c'est qu'en fait, c'est comme un meuble avec 100 tiroirs. Et techniquement, on te prend là, tu prends un tiroir 2. On te prend là, tu prends un tiroir 3. En situation de stress, tu as besoin que d'un seul tiroir. Et c'est pour ça que je dis d'abord, moi, je conseille aux gens de démarrer, surtout par des sparring, d'avoir quelqu'un qui vient en face de toi, qui t'envoie des coups, etc.
Et puis après, tu incorpores la technique, tu montres pourquoi, mais pourquoi il aurait dû faire ça, et tu fais l'inverse en fait. Mais le plus important, c'est la confrontation. Si tu n'as pas cette confrontation-là, ça ne marche pas. Je vais te dire un exemple, Pierrot. Il y a longtemps, ça fait 10 ans. J'avais fait une formation C3 en France et j'avais un prof, c'était Penchak ou des Krav Maga qui était venu. Encore une fois, rien contre eux, mais c'était ce qui se passait. Alors, le gars était ceinture noire, donc c'était du Krav Maga, à mon avis. Et je lui dis, bon, voilà, si je te saisis par le poignet, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, eh ben, je peux te montrer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé vers le poignet, mais j'ai mis une gifle. Et il a pris la gifle, il m'a dit, ah, mais tu m'as dit que tu me prenais par le poignet. Je dis, mais attends, Eh oui. je lui dis, je lui ai expliqué le problème. Je lui dis, moi, je suis boxeur. Tu me dis, je vais te mettre en direct du droit. Et tu me mets crochet, je vais quand même avoir ça, un blocage, je vais quand même avoir un petit réflexe, tu vas quand même anticiper. Alors que lui, il est resté BA, il comprenait pas. Et c'est ça le problème. C'est comme des mecs face à face, en général, les mêmes personnes du club, ils se connaissent tous, ils savent qu'on va se faire mal. Tu me saisis, je vais faire un, deux, trois, mais le gars ne bouge plus. Il est là le problème. Mmh. En plus, c'est particulièrement vrai et c'est quelque chose qui m'agace souvent, c'est, lorsqu'on fait croire aux femmes, Hmm. qu'elles vont pouvoir se battre, dans la rue, mais se battre, pas, donner une claque et Ouais. fuir ou se battre avec des gens qui ont peut-être 2 fois leur poids et qui sont des hommes Mhm. avec en plus une musculature beaucoup plus puissante, même à poids égal. C'est pas la même chose une femme et un homme. Et ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas apprendre à se défendre, mais il faut le faire correctement parce que souvent on leur donne des faux espoirs, une fausse confiance, et après, on va en arriver à quelque chose qui m'est, je crois, très important. Elles vont aller dans des endroits où elles vont tomber dans des problèmes alors qu'il faut éviter les problèmes. Mhm. Et tous les bons profs, ils t'apprennent que avant de combattre, c'est bien d'apprendre à combattre, mais avant, c'est évite les emmerdes. Tout à fait. Si tu évites c'est ça, si tu évites les endroits, déjà, tu limites le pourcentage d'agression. Donc, il faut savoir, c'est que quand tu vas quelque part, il faut savoir où tu vas et voir un petit peu si ça craint ou pas. C'est pour ça que les agressions, en général, se passent tout le temps au même endroit. Et les gens, ils continuent d'y aller. Et tu sais, quand tu prends le métro, tu sors cette porte-là, tu vas te faire agresser, ben, sors la porte après, quoi. Même si tu dois marcher un peu plus. Donc là, la prévention est toujours plus importante. Bien sûr. Donc je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est un facteur qu'ils oublient, quoi. Mais quand tu reviens au niveau des femmes, encore une fois, moi, j'ai des femmes, c'est des boxeuses, elles en veulent énormément. Le gars qui va leur casser les couilles, elles savent frapper, etc. Mais c'est vrai que au niveau de cette adrénaline, tu sais, ils n'ont pas de testostérone, déjà. Nous, on a ça, on est plus animal, tu vois. Et ça il leur manque. Il leur manque, mais encore une fois, ils peuvent faire des dégâts énormes. Avant qu'il y en ait qui disent, ouais, Carrier, il est misogyne, tu vois. Donc, non, Non, mais je, tu as raison, c'est évident que tu prends une Linda Rousset, enfin, je ne sais pas si elle existe, elle fait ouais. encore, mais et tu la mets tu lui dis d'agresser ou de se laisser agresser par le bibliothécaire de la ville qui fait 60 kilos, qui a jamais fait de sport. Et bon, évidemment, il y a des cas où ça peut fonctionner, qu'une femme va réussir Ouais. à donner un homme, et ça arrive dans beaucoup de couples d'ailleurs. Mais en revanche, quand c'est dans la rue, malheureusement, c'est pas souvent les femmes qui violent les hommes, hein, c'est plutôt l'inverse. Et Ouais. malheureusement, il n'y a pas cette compréhension. Après, oui, on peut s'entraîner. Moi, j'ai 4 enfants, dont 2 filles, et mes 2 filles, je leur fais faire des cours, et je connais bien le prof, et je demande au prof qu'à chaque fois, il les bouscule, hein, les bouscule bien. Parce Mhm. qu'elles C'est doivent, important, ouais. elles doivent arriver au moment où elles ont peur. Et pas Ouais. peur de plus jamais faire de cours, mais qu'elles arrivent à un moment où elles se disent: «Ah ouais, c'est quand même la violence, c'est violent, c'est pas une Ouais. volumétrie, c'est pas un exercice, c'est pas aller à la salle de gym et faire 10 minutes de cardio, puis ensuite 15 minutes d'abdominaux, puis ensuite non, la rue, c'est ou même à la maison ou même avec, dans des environnements connus, quelqu'un qui fait l'idiot parce qu'il a bu, parce qu'il faut savoir dire non, il faut savoir le stopper, enfin bref. Et donc ces formations que tu fais, elles sont dans le réel, et ça, c'est vraiment bien. Ouais. Tu vois, quand on parle de ça, en fait, des femmes, moi, j'explique un truc, par exemple, que je vois dans la salle des femmes, qu'on montre régulièrement, vraiment, qui m'énerve, il m'énerve énormément. C'est, tu vas prendre les cheveux de la femme et elle va faire un, deux, trois. Alors, c'est quand même ridicule parce que la raison pour laquelle on prend les cheveux, c'est pour deux choses. Soit c'est pour tirer, soit c'est pour rabaisser. On prend pas les cheveux pour rester droit et pas bouger, tu vois. Mmh. Donc, moi, j'ai fait une vidéo sur YouTube, on peut la voir. Je prends une fille, je lui yank les cheveux et je la mets par terre. Et les gens, ils ont été choqués. J'ai reçu des messages d'insultes.
ah, t'es un misogyne, tu fais pas ça à une femme, etc. Mais dans la rue, le mec, il va pas prendre les cheveux et faire ça. Donc, ce facteur-là, il faut le travailler, il faut le développer. Le plus important, c'est ça qui manque, c'est ce stress-là. Il faut recréer ce stress-là. Et les gens ne le comprennent pas. Ouais. Et je montre des choses, moi, qui choquent. Qui choquent. Par exemple, une technique toute simple, tu vas rigoler. Le gars, il te prend, il discute avec toi, il te prend par le là, il te bouscule. Je dis, mais c'est un boxeur, la boxe anglaise. Tu lui craches à la gueule et tu mets un crochet droit. Quand tu vas lui cracher à la gueule, il va fermer les yeux et tu mets droite. C'est tout simple. Il y en a qui disent, ah, mais tu craches, c'est pas beau. Oui, mais dans la rue, il n'y a pas de règle. Si tu mets un coup de poing, il a les yeux ouverts, il va quand même voir ouvrir. Mais tu lui craches à la gueule, le réflexe, c'est de fermer les yeux. Il va pas ouvrir la bouche, tu vois. Donc, Ouais. c'est, et c'est direct. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et c'est vrai que l'autre élément qui est difficile à faire comprendre, c'est que en général, les gens qui agressent, c'est un peu leur métier, c'est un peu leur activité principale, Oui. et ils ont en général, c'est pas vous la première fois où ils vont essayer. Ils en ont déjà essayé avec beaucoup d'autres, hommes, femmes, peu importe. Et donc, il y a vraiment on part défavorisé, on part vraiment en situation de faiblesse, parce que souvent on n'est pas prêt, souvent on est dans la lune, surtout aujourd'hui les gens avec les écouteurs ou les écrans Mhm. ne se rendent Ouais. pas compte de ce qui se passe. Bref, on sait tous on connaît tous cette réalité-là, mais ce que tu expliques également par rapport à ton coaching professionnel avec des gens, c'est qu'en fait, quand on travaille le mental, ce n'est pas juste un mental de bagarre. J'ai l'impression que tu nous parles de quelque chose de beaucoup plus vaste. Est-ce que tu peux nous Tout à dire un fait. petit peu plus de cette approche? Et ben, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, en fait, c'est d'être le plus direct possible, d'éviter, en fait. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il y a une solution. Au minimum, une solution. Donc, quand quelqu'un vient te voir et qu'il a un change dans sa vie, encore une fois, c'est vrai que j'en reviens au sport de combat parce que, il y a beaucoup de similarités. C'est-à-dire que tu prends un coup de poing dans la gueule, eh ben, t'as trois façons, en fait, de travailler sur un coup de poing dans la gueule. Alors, soit un, tu l'évites. Un, tu le bloques. Deux, tu le bloques. Trois, tu utilises la tête pour l'arrêter. Donc, en business, c'est pareil. Tu as un problème qui arrive, tu peux l'éviter. Tu peux éviter le problème. Mais anticipe ce qui va arriver après. Tu peux le bloquer et contrer. Ou tu peux se faire tête dure et essayer de résister contre le problème. Donc, tu as beaucoup de similarités. Donc, moi, j'explique aux gens, en fait, quand un problème il arrive, je préfère le bloquer et contrer. C'est-à-dire, le gars, il te dit, il a un change qu'il a, je le bloque de suite et je contre de suite. Mais je ne vais pas attendre. Je ne vais pas essayer de faire poste. Non, j'ai raison, j'ai raison. Non. Je vais essayer toujours bloc et contre. Mais je vais aller tout le temps le plus vite possible. C'est pour ça que mes séances de coaching, ils font une demi-heure. Je suis payé à la demi-heure. Et je finis rarement la demi-heure. Rarement. En général, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est terminé. Le client, il s'en va. Ah, c'est bien. Oui. Less is more, comme on dit. L'autre. Exactly. Après, il y a la technique à l'italienne où en fait tu essaies de négocier avec l'agresseur, où tu dis non mais attends, Oui. attends, regarde, la petite vieille à côté, elle est beaucoup plus, elle est facile, et je suis sûr qu'il y a plus d'argent. Allez, on se met ensemble à deux, on fait 60-40. Mais bon, ça c'est si on a le temps évidemment de parler. Le Ouais. verbal est beaucoup plus tard par rapport au non-verbal qui peut arriver. Malheureusement, tu as vu, on a beaucoup d'attaques par derrière aujourd'hui. Même Oui. gratuit. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Je pense qu'à notre époque, à ton époque dans la rue, il y avait Non. il y avait quand même un code d'honneur quelque part. C'est vrai qu'à notre époque, on n'attaquait pas les personnes âgées. On n'attaquait pas les gens par derrière. On était plutôt, moi, enfin, là où j'ai grandi, on était plutôt jaloux des riches, etc. Donc, on allait agresser les riches. On faisait des conneries contre eux, tu vois. Mais c'est vrai, il n'y avait pas. Maintenant, c'est différent. C'est pour ça que quand la société l'a changé, elle est devenue encore plus violente, ben, on n'a pas le choix. Quoi. On ne peut pas répondre à des cailloux avec du coton. Hmm. Donc, on n'a pas le choix. Donc, l'agression est de plus en plus violente. Donc, la réponse doit être de plus en plus violente. On n'a pas le choix. Moi, je dis que la réponse doit être toujours beaucoup plus violente que l'attaque. De façon, un, à s'en sortir, et deux, à lui donner une leçon. Alors justement, tu t'es lancé dans une. Alors, la Californie, c'est la patrie de la high-tech. Oui. Tu t'es lancé dans une aventure qui démarre et qui, je trouve, vraiment très, très bien. J'ai un ami, comme mon ami qui t'a interviewé, qui m'en a parlé. Je suis allé voir. Tu as créé une application qui est Mhm. vraiment très très bien et qui permet euh, de, de savoir et de faire savoir où sont les problèmes justement, où sont les Oui. dangers. Mais
L'application, elle s'appelle Secumap. Et Secumap, en fait, la raison pour laquelle j'ai créé ça, c'est que c'est vrai que moi, j'aime bien former les gens à se battre, hein, mais tout le monde ne peut pas apprendre à se battre. Tu as des gens qui ne se battront jamais. C'est comme les armes. Tu as des gens qui ne peuvent pas sentir les armes, tu as des gens qui vont adorer les armes. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour essayer de fixer cette lacune? Et on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je me suis dit, ben, la prévention. Donc, pourquoi pas avoir une application comme Waze, mais au lieu de dire les trafics, les feux rouges, les radars, etc., mais dire attention à cette rue-là, à cet endroit-là, t'as un mec qui est louche, t'as un mec qui est bourré, t'as un mec qui est pervers, etc. Et donc, tu mets un pin, tu préviens la personne qui a l'application, et que ça te permet en fait d'éviter. Donc, je me suis dit, pour les gens en fait, qui ne veulent pas se battre, c'est une solution qui est très pratique. Si on te dit ne va pas là parce que ça craint, ben, si tu es intelligent, tu vas pas y aller, ou tu vas faire un détour. Donc, t'en as qui vont dire, ouais, mais c'est de la, comment on dit ça en France? C'est, tu sais, quand tu dis, tu dénonces les gens par derrière, tu sais, ou tu fais de la calomnie, non? Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Donc, non, c'est tout le monde aider la communauté, justement, à dire ne va pas par là. Mais bien sûr. Non, mais on peut pas ne pas être pour quelque chose comme ça. Donc, comment les gens ils font? Ils téléchargent sur le petit téléphone l'application et qu'est-ce qui se passe? Ils mettent il y a une localisation d'où ils sont, mais aussi où sont les autres. Voilà. Alors, voilà, le mot, c'est délation. J'ai reçu plein d'emails, Et on dit, là- ouais, ce que tu fais, c'est la délation, c'est pas. Alors, j'ai dit, bon, délation, mais écoute, tu vas te faire foutre, j'en ai rien à foutre. Si je peux aider quelqu'un, je vais l'aider. Donc, ouais, les gens, ils donnent leur application, ils mettent leur adresse, et puis, par exemple, tu dis, voilà, j'habite là, et je veux aller au McDonald's là. Et l'application va te dire le chemin le plus court pour y aller, mais surtout, s'il y a eu des pings d'autres personnes qui disent, attention, ne va pas par là. Et on va te donner une autre adresse, en fait, une autre direction pour pouvoir y accéder. Et c'est en temps réel. Ouais. Un peu comme lorsqu'on dénonce les radars qui sont sur l'autoroute, sur la route. Voilà. Donc, si Voilà on un a peu. besoin de Alors que quelqu'un. c'est surtout les gens qui vont t'agresser, qu'on va dire. Bien sûr. Et je pense que c'est très noble. Et sachant aussi, c'est que moi, c'est moi qui ai tout payé. J'ai pas d'aide de l'État, c'est pas un start-up où je vais demander. Non, j'ai tout payé, c'est moi qui ai tout payé. Donc, si certains pensent que, ouais, non, c'est moi qui m'occupe de tout. Alors, pour rappel, je vais mettre les liens ci-dessous. Où est-ce que les gens peuvent télécharger ton application, j'imagine, sur un iTunes ou le Apple Store ou un truc comme ça, Ouais. par exemple. Mhm. Sur d'autres téléphones, ça marche aussi? C'est sur Android, sur Google et iPhone, Apple. D'accord. Et, le, Ouais. Donc, et, tout ce qui est en Google, ils peuvent le télécharger. et tu as un site internet pour les gens qui sont intéressés, et ta chaîne YouTube également, je la mettrai sous le lien. Mhm. Comment tu vois le développement de cette application et son utilisation? Est-ce qu'elle est d'abord, elle est en français aussi? Oui. Ben, Et en pour l'instant, c'est qu'en France. Ah, C'est d'accord. qu'en France et elle va se développer dans d'autres pays. Il y a beaucoup de villes qui sont touchées maintenant. Je crois que c'est Paris, Marseille, Bordeaux. Il y a pas mal de villes. C'est en train de bien se développer là. Mais après, bon, mon objectif, il y en a qui vont paraître complètement con, hein, mais mon objectif, en fait, c'est que cette application disparaisse. Je m'explique. C'est que si tout le monde download cette application-là et que tout le monde le signale, il y aura moins de violence et à la fin, il n'y a plus de violence. Donc, l'application, entre guillemets, peut s'enlever et je vais peut-être utiliser avec d'autres personnes dans d'autres business. Mais moi, ce que je recherche surtout, c'est que elle sert tellement de monde, en fait, que les gens se disent, bon, écoute, ça sert à rien parce qu'on est dénoncé par ceux qui marquent. Non, non, c'est très très bien. Donc, bah, j'encourage tout le monde, on peut la trouver facilement, on peut la télécharger. Oui. Donc, j'encourage tout le monde à tester cette chose-là. Alors, si tu veux bien, on va passer à la deuxième partie parce qu'il Mhm. faut garder les gens en haleine. Et dans la deuxième partie, on va parler un petit peu plus, on va aller un peu plus dans le personnel, on va parler des États-Unis, on va parler un petit peu de ta vie, de ton expérience plus intime par rapport aux États-Unis. Et donc, j'encourage ceux qui nous regardent de cliquer sur le lien ci-dessous. On va passer à une question. On va aller plus loin avec Jean Carillo. À tout de suite. D'accord.